1992, Hollywood a perdu son fusilier légendaire, mais Chuck Connors a laissé derrière lui bien plus qu'une simple série télévisée. De son rôle secret dans la diplomatie de la guerre froide à ses liaisons choquantes qui ont failli ruiner sa carrière, Connor a vécu une vie aussi dramatique que n'importe quel western. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, la vérité éclate enfin. Comment un joueur de baseball de Brooklyn est devenu un héros soviétique? Pourquoi ses 3 mariages ont tourné au scandale et le sombre secret qu'il a gardé jusqu'à la fin de ses jours? Chuck Connors est né sous le nom de Kevin Joseph Aloysius Connors le Dix, avril 1921 à Brooklyn, New York. Ses parents, Alan et Marcella Connors, étaient des immigrants irlandais qui travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille pendant la période difficile de la Grande Dépression. Le père de Chuck travaillait comme docker et sa mère acceptait de petits boulots pour joindre les deux bouts. La vie n'était pas facile, mais elle a appris à Chuck la valeur du travail. Chuck a grandi dans un quartier ouvrier et a passé beaucoup de temps à faire du sport au Bay Ridge Boys Club. Il adorait le baseball et rêvait de jouer un jour pour les Brooklyn Dodgers. À 14 ans, la vie de Chuck a pris un tournant décisif. Son talent pour le sport a attiré l'attention des recruteurs et il s'est vu offrir une bourse sportive pour l'Adelphi Academy, un lycée privé de Brooklyn. C'était une opportunité exceptionnelle et il en a profité au maximum. À Adelphi, il a excellé dans de nombreux sports, baseball, basketball, football américain et même athlétisme. Sur le terrain de baseball, Chuck était un excellent premier but et, en 1939, il fut nommé l'un des meilleurs joueurs de lycée de Brooklyn. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, plus de 25 universités lui offrirent des bourses sportives. Il choisit l'université Seton Hall, dans le New Jersey, où il joua au basketball et au baseball. Sur le terrain de basket, il était pivot remplaçant, utilisant sa taille et sa défense pour aider son équipe à gagner. Mais c'est au baseball qu'il s'est vraiment distingué. Lors d'un match mémorable en 1942, Chuck a frappé 2 coups de circuit et produit 6 points, attirant l'attention des recruteurs professionnels. C'est à cette époque que Chuck a finalement obtenu le surnom qu'on lui connaît. En première base, il criait « Jette-le-moi » et le surnom, lui, est resté. Les années d'université de Chuck ont été interrompues par la Seconde Guerre mondiale. En 1942, il s'engagea dans l'armée et s'entraîna à Fort Knox. Sa taille et ses qualités athlétiques lui valurent d'être choisi comme instructeur de combat blindé. Il travailla ensuite à West Point, formant des soldats et même des footballeurs célèbres, qui finirent par remporter des championnats nationaux. Malgré son service militaire, Chuck est resté proche du sport. Il jouait au baseball semi-professionnel à Brooklyn pendant son temps libre et a même joué au basketball professionnel dans l'American Basketball League. Après 3 ans de service dans l'armée, Chuck a été honorablement démobilisé en 1946. Après avoir quitté l'armée, il rejoint les Celtics de Boston dès leur première saison en 1946, mesurant 1,95 m. Il joue au poste d'ailier et de pivot. Connors dispute 49 matchs cette saison-là, marquant en moyenne 4,5 points par match. Son meilleur match eut lieu le 13 décembre 1946, lorsqu'il marqua 15 points lors d'une victoire serrée contre les Steamrollers. Mais sa carrière de basketteur fut de courte durée. En février 1947, après seulement quelques mois chez les Celtics, Connors quitta l'équipe pour poursuivre un autre rêve, le baseball. Le 1 mai 1949, il eut sa grande chance avec les Dodgers de Brooklyn, mais les débuts furent difficiles. Lors de son seul et unique match pour les Dodgers, Connors fut victime d'un double jeu, et l'équipe perdit. Au lieu d'abandonner, il travailla dur dans les ligues mineures, jouant pour des équipes comme les Royals de Montréal. En 1951, il retrouve les ligues majeures avec les Cubs de Chicago. Cette saison-là, il dispute 66 matchs et connaît des moments marquants. Le 18 juillet 1951, il frappe son premier coup de circuit contre les Giants de New York. Un mois plus tard, le 26 août, il en frappait un autre, toujours contre les Giants. À la fin de la saison, Connors totalisait 48 coups pieds sûrs et une moyenne au bâton de 239. Pas mal pour quelqu'un qui partageait son temps entre deux sports. L'histoire hollywoodienne de Chuck Connors commença de la manière la plus inattendue. En 1952, il jouait au baseball pour les Angels de Los Angeles, une équipe de ligue mineure. Un après-midi ensoleillé, lors d'un match contre les Solons de Sacramento,
un événement inhabituel se produisit. Chuck frappa un coup de circuit retentissant. Ce n'était pas n'importe quel coup de circuit. Il franchit la clôture et attira l'attention de quelqu'un dans la foule. Billy Gordon, directeur de casting chez MGM. Billy ne pouvait ignorer la grande silhouette robuste et le visage rugueux de Chuck. Après le match, il est entré directement dans les vestiaires et a tendu sa carte à Chuck. Il lui a dit « Tu devrais songer à jouer la comédie ». Mais Chuck n'a pas pris ça au sérieux. Il était concentré sur le baseball et ne se voyait pas comme un acteur. Puis, quelques semaines plus tard, Chuck s'est blessé pendant un match. Ce n'était pas grave, mais cela lui a donné le temps de réfléchir. Par curiosité, il décida de se rendre à la MGM pour voir ce qu'était ce métier d'acteur. À sa grande surprise, ils lui proposèrent immédiatement un essai. Il tenta sa chance et ils furent séduits. 3 jours plus tard, Chuck signait son premier contrat à Hollywood. Cette décision rapide changea sa vie à jamais. Son premier rôle fut dans Pat et Mike, une comédie romantique mettant en vedette 2 grandes stars hollywoodiennes, Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Le rôle de Chuck était modeste. Il représentait néanmoins un moment important pour quelqu'un qui débutait dans le métier d'acteur. Le premier jour de tournage, Chuck était à la fois enthousiaste et nerveux. Il est arrivé tôt et a passé des heures à se préparer. Sa scène n'a eu lieu que tard dans la nuit. Mais lorsque les caméras ont enfin tourné, il l'a réalisée en seulement 2 prises. Spencer Tracy l'a même pris à part après coup et lui a dit « Tu as quelque chose, tiens bon ». Ces mots ont été précieux pour Chuck et lui ont donné la confiance nécessaire pour continuer. Après cela, Chuck s'est lancé à corps perdu dans le métier d'acteur. Il a accepté tous les rôles possibles, petits et grands. Entre 1952 et 1958, il a joué dans plus de 20 films. L'un de ses premiers rôles les plus mémorables fut celui de Bern Sanderson dans Old Yeller, 1957, de Disney. Le film a connu un énorme succès et a permis à Chuck de se faire encore plus remarquer. Il a également joué dans des films comme Trouble Along the Way avec John Wayne et The Big Country, aux côtés de Gregory Peck et Charlton Heston. Chaque rôle l'a aidé à progresser et à bâtir sa réputation. Outre son travail au cinéma, Connors a fait de fréquentes apparitions à la télévision, apparaissant dans 18 séries télévisées différentes durant cette période. À l'époque, concilier cinéma et télévision était rare pour un acteur. Mais son éthique de travail et sa polyvalence lui ont permis de réussir dans les 2 domaines. Ses 6 années de travail acharné, de rôles variés et de plus de 1,45 minutes de présence à l'écran l'ont préparé pour la suite de sa carrière. Chuck Connors est devenu célèbre grâce à son rôle de Lucas McCain dans L'Homme à la carabine. Mais cela n'a pas été immédiat. En 1957, il a incarné un père dans le film de Disney Old Yeller. Les producteurs de L'Homme à la carabine ont vu sa performance et l'ont trouvé parfait pour leur série. Au début, Connors a refusé, car le salaire était inférieur à celui de ses autres rôles d'acteur. Mais les producteurs le voulaient vraiment. Ils lui ont donc proposé plus d'argent et lui ont même donné 5% des parts de la série. Cela l'a convaincu d'accepter le rôle. Une fois le casting conclu, Connors a commencé à s'entraîner pour se préparer. Il pratiquait l'équitation et apprenait à faire des pirouettes et à tirer au fusil de manière spectaculaire devant la caméra. Il travaillait avec un expert en armes, Rod Redwin, pour maîtriser ses mouvements. Connors s'entraînait tellement que ses mains étaient douloureuses et couvertes d'ampoules. Mais il ne s'arrêtait pas avant d'avoir trouvé la technique parfaite. La série a été diffusée pour la première fois le 30 septembre 1958 et a immédiatement conquis le public. Plus de 14 millions de téléspectateurs ont suivi le premier épisode. Le personnage de Connors, Lucas McCain, était dur mais aussi bienveillant, surtout envers son fils Mark, interprété par Johnny Crawford. Le lien père-fils est devenu l'un des aspects les plus appréciés de la série. Les critiques ont salué le talent de Connors, qui a su allier force et émotion. Le fusil, présent dans la série, était également un élément marquant. Ce n'était pas un simple fusil, mais une Winchester 1892 modifiée pour la rendre unique. Le levier était extra large pour que Connors puisse le tourner de manière ostentatoire afin d'armer l'arme. Ce mouvement de rotation devint sa signature et était présenté au début de chaque épisode. Le fusil pouvait également tirer très vite grâce à une vis spéciale sur la détente. Cela donnait lieu à des scènes palpitantes où McCain pouvait surpasser une bande de méchants en quelques secondes. Le fusil connut un tel succès que Winchester en fabriqua plus tard un modèle similaire pour les fans. Mais la série ne se résumait pas à de l'action.
Ce qui rendait l'homme à la carabine différent, c'était l'accent mis sur la famille. Lucas McCain était un père veuf élevant seul son fils dans le Far West. Ce n'était pas courant à la télévision à l'époque, où la plupart des familles étaient représentées avec les deux parents. L'émission explorait souvent les difficultés rencontrées par Lucas en tant que père et protecteur. Dans un épisode, il a eu du mal à laisser Mark témoigner au tribunal, car il craignait pour la sécurité de son fils. Dans une autre série, Lucas devait maîtriser sa propre colère tout en apprenant à Mark à gérer ses émotions. La relation entre Lucas et Mark semblait authentique et a touché de nombreux téléspectateurs. Des pères célibataires, en particulier, ont écrit des lettres à Connors pour le remercier de lui avoir montré qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs difficultés. Un veuf a écrit « Votre série m'a donné le courage de continuer. » Chuck Connors n'était pas seulement la star de l'homme à la carabine. Il jouait aussi un rôle important en coulisses. Dès la deuxième saison, il a commencé à participer aux réunions avec les scénaristes. Il a proposé des idées d'histoire, dont certaines sont devenues des épisodes préférés des fans. L'un d'eux, le photographe, a été inspiré par une expérience vécue par Connors avec un supporter surexcité pendant sa carrière de baseball. Connors a également veillé à ce que les dialogues correspondent au personnage de Lucas McCain. Il souhaitait que McCain s'exprime comme un véritable éleveur de l'époque, et il réécrivait donc souvent ses répliques pour y inclure de l'argot traditionnel. Connors tenait également à ce que McCain soit un personnage auquel on puisse s'identifier. Il ne voulait pas que McCain apparaisse comme un héros parfait. Il a plutôt préconisé des intrigues mettant en lumière ses défauts et ses luttes morales. Dans un épisode, Weist, McCain tue accidentellement un innocent. Connors s'est battu pour cette histoire car il estimait qu'il était important de montrer la lourde responsabilité que représente le port d'un fusil. Connors a également fait appel à des guest stars comme son ancien coéquipier de baseball Duke Snider et a aidé des acteurs prometteurs à faire leur début, notamment Dennis Hopper, qui est apparu dans l'épisode pilote lors de la dernière saison. Connors avait une telle influence qu'il a été crédité comme consultant scénaristique sur certains épisodes. Il a même coécrit le dernier épisode de la série en 2 parties, veillant à ce qu'il conclue les derniers détails et revisite d'anciens personnages. L'homme à la carabine est devenu la 4e série la plus regardée à la télévision dès sa première saison. Un exploit considérable compte tenu de la rude concurrence, diffusée pour la première fois le 30 septembre 1958. Elle a touché 14,6 millions de foyers avec une audience Nielsen de 33,1. La relation père-fils a attiré de nombreux téléspectateurs, tandis que les scènes d'action palpitantes en ont captivé d'autres. En février 1959, 78% des téléspectateurs déclaraient regarder la série pour le lien familial, tandis que 92% des téléspectateurs masculins âgés de 18 à 49 ans appréciaient l'action. Le succès de la série a donné naissance à des produits dérivés tels que des fusils jouets, des boîtes à lunch et des bandes dessinées, générant 2 millions de dollars de ventes dans les 3 mois suivant sa première diffusion. Elle a également été nommée 3 fois aux Emmy Awards dès sa première saison et est restée populaire tout au long de ses 5 années d'existence, se classant même 27 et lors de sa dernière saison. Des décennies plus tard, les rediffusions de L'Homme à la carabine attirent toujours autant de fans. Un sondage MeTV réalisé en 2018 a montré que la série restait un succès auprès des téléspectateurs de 55 ans et plus. Après la fin de L'Homme à la carabine en 1963, Chuck Connors a dû relever un défi de taille. Le rôle de Lucas McCain l'avait rendu célèbre, mais il l'avait aussi enfermé dans l'image du héros de western. La série avait duré 5 saisons et 168 épisodes, et les téléspectateurs ne parvenaient pas à séparer Connors du personnage. Cette stéréotypie devint problématique. Connors voulait prouver qu'il pouvait interpréter d'autres rôles, et il a donc refusé de nombreuses propositions de westerns. Il a même refusé 8 pilotes de westerns télévisés en seulement 2 ans après L'Homme à la carabine. Bien qu'il espérait que cela lui ouvrirait de nouvelles perspectives, cela a en réalité ralenti sa carrière pendant un certain temps pour rompre avec son image de cowboy. Connors a tenté une expérience très différente dans le film Move Over, Darling, de 1964. Il y incarne un banquier strict aux côtés de Doris Day et James Garner. C'était un changement radical par rapport à ses rôles de cowboys, mais le film ne l'a pas beaucoup aidé. Les producteurs et les directeurs de casting le voyaient toujours comme Lucas McCain.
et même lorsqu'il auditionnait pour des rôles non occidentaux, il trouvait souvent qu'il semblait trop occidental. En 1965, Connors était si frustré qu'il envisagea d'arrêter sa carrière d'acteur et de revenir au sport professionnel. Malgré ses difficultés, Connors trouva de nouvelles opportunités dans 2 séries télévisées qui lui permirent de révéler différentes facettes de son talent d'acteur. Don's Arrest and Trial, 1963-1964, Connors incarne John Hagen, un avocat de la défense. La série était en avance sur son temps, divisant chaque épisode de 90 minutes en 2 parties. L'enquête, menée par un détective, et le drame judiciaire avec Connors dans le rôle de l'avocat. Vêtu d'un costume plutôt que d'une tenue de cowboy, Connors a démontré qu'il pouvait incarner un personnage raffiné et intellectuel. Les critiques ont salué sa performance, mais la série a été annulée après seulement 1 saison. En 1965, Connors est revenu au western avec Branded, mais cette fois, l'histoire était unique. Il y incarnait Jason McCord, un officier de cavalerie faussement accusé de lâcheté et renvoyé de l'armée. La série se concentrait sur le parcours de McCord pour laver son nom et recouvrer son honneur. Elle a duré 2 saisons et 48 épisodes et a permis à Connors d'incarner un personnage plus complexe et plus émotionnel que ses précédents héros. Sa performance la plus marquante a eu lieu en 1977, lorsqu'il a incarné Tom Moore dans la mini-série révolutionnaire Roots. La série suivait l'histoire d'une famille afro-américaine, de l'esclavage à nos jours. Connors incarnait un propriétaire de plantation cruel, un rôle radicalement différent de son passé. Son interprétation glaçante dépeint les réalités brutales de l'esclavage sans pour autant caricaturer Moore. La série a connu un succès retentissant, son dernier épisode ayant été regardé par près de 5 millions de téléspectateurs. Son rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards, un honneur rare qui a mis en lumière sa capacité à incarner des personnages difficiles et controversés. Plus tard dans sa carrière, Connors a joué dans des films de série B et des apparitions à la télévision. L'un de ses rôles les plus mémorables fut celui du film d'horreur Tourist Trap, 1979. Il y incarnait M. Slauson, un propriétaire de musée lugubre entouré de mannequins sinistres. Le film ne connut pas un grand succès au début, mais devint ensuite un classique culte. Connors a également interprété des rôles inhabituels, comme celui d'un combattant extraterrestre dans le film de science-fiction à petit budget The Daytime Ended, 1980. À la télévision, il a fait des apparitions dans des séries populaires comme L'Île Fantastique, La Croisière s'amuse et Meurtre, a-t-elle écrit. Dans la série d'horreur Werewolf, 1987-1988, il a incarné le méchant Janos Skorzeny, révélant ainsi une facette plus sombre de son jeu d'acteur. La vie personnelle de Chuck Connors était jalonnée d'amour, de chagrins et de drames, à l'image des personnages qu'il incarnait à l'écran. Il épousa en premières noces Elizabeth Jane Riddell, Dot Betty, un mannequin de Montréal, au Canada. Ils se rencontrèrent en 1948 lors d'un match de baseball de Chuck, alors qu'il jouait pour les Royaux de Montréal. Betty venait d'une famille aisée et leur histoire d'amour s'est enchaînée rapidement. Ils se sont mariés le 1er octobre 1948, alors que Chuck n'avait que 27 ans et était encore en train de définir sa carrière. Ensemble, ils ont eu 4 fils, Michael, Jeffrey, Stephen et Kevin. Au début, tout semblait parfait. Mais lorsque la carrière d'acteur de Chuck a décollé, notamment après son rôle dans L'Homme à la carabine en 1958, les choses ont commencé à se gâter. Il s'est absenté pendant de longues périodes entre tournage et travail, et des rumeurs d'infidélité ont commencé à se répandre. En coulisses, leur relation s'est tendue. En 1961, Betty découvre sur un tournage qu'il entretient une liaison avec une actrice. Ce fut le point de rupture. Elle demande le divorce, prononcé en 1962. Bien qu'il soit resté poli en public, il a été révélé plus tard que Betty avait menacé de révéler ses liaisons si Chuck n'acceptait pas ses conditions lors du divorce. Le second mariage de Chuck eut lieu en 1963, lorsqu'il épousa Kamala Devi, une actrice rencontrée sur le tournage de Geronimo. Kamala était née à Mumbai, en Inde, et ses origines indiennes et britanniques ont fait de leur mariage une célébrité à Hollywood, à une époque où les relations interraciales étaient encore rares. Ils ont travaillé ensemble dans de nombreuses séries et films, comme Branded et Cowboy in Africa, et le public a admiré leur forte complicité, à l'écran comme en dehors. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles entre eux. Kamala souhaitait que Chuck tente des rôles plus sophistiqués,
Mais Chuck était convaincu que son image de cow-boy robuste était ce qui avait fait son succès. Cette divergence d'objectifs a créé des tensions. Le mariage a également connu des difficultés en raison de la réputation d'infidélité de Chuck. Malgré leur passion initiale, les choses ont commencé à se dégrader et, en 1972, après 9 ans de vie commune, ils ont divorcé. Leur dernier film ensemble s'intitulait « Les Fiers et les Damnés », ce qui semblait un triste reflet de leur propre relation à l'époque. Le troisième mariage de Chuck fut le plus court et peut-être le plus controversé. Il rencontra Faith Quabius sur le tournage de Soleil Vert en 1973, où elle tenait un petit rôle. Faith était beaucoup plus jeune que Chuck, 33 ans plus jeune. Pour être exact, ils se sont mariés le 7 septembre 1977, lors d'une cérémonie privée au Mexique. Chuck, alors âgé de 56 ans, plaisantait en disant qu'ils avaient tellement joué les maris et femmes sur scène qu'ils avaient décidé de concrétiser leur union. Mais leur mariage n'a duré que 3 ans. En 1980, ils ont divorcé. Faith accuse plus tard Chuck de violence conjugale, imputant son comportement à son alcoolisme. Chuck nie ces accusations, mais celles-ci nuisirent à son image publique, tout au long de sa vie. Connors fut hanté par des rumeurs de liaisons extra-conjugales et de relations tumultueuses. Lors de son premier mariage, des rumeurs d'infidélité ont commencé à circuler, et elles ne l'ont jamais quitté. Une femme a affirmé avoir eu une liaison prolongée avec Connors dans les scellés. Année 1960, et a prétendu qu'il était le père de son enfant, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Sur le tournage, le côté séducteur de Connor est devenu notoire. L'actrice Joan Crawford a dit un jour qu'il pouvait charmer les oiseaux, mais qu'il ne pouvait rester fidèle. Sa réputation lui a même coûté des opportunités professionnelles, certaines actrices refusant de travailler avec lui. Lors d'un incident tristement célèbre survenu en 1975, Connors aurait été surpris dans une situation compromettante avec une jeune actrice lors d'une fête. Le scandale fut étouffé, mais il aurait perdu un rôle important au cinéma. Ses enfants, issus de son premier mariage, ont évoqué les difficultés que son mode de vie imposait à leur famille. Jeffrey Connors a confié plus tard que son père recherchait toujours les sensations fortes, ce qui affectait tout son entourage. Malgré les controverses, Connors abordait rarement les rumeurs. Vers la fin de sa vie, il se disait « J'ai vécu ma vie comme je l'entendais. Certains pourraient ne pas approuver, mais je n'ai aucun regret. » Chuck Connors avait des opinions politiques tranchées qui le distinguaient à Hollywood. En 1967, alors que la plupart des Hollywoodiens étaient opposés à la guerre du Vietnam, Chuck participa à un défilé en faveur de la guerre à New York. Beaucoup le louèrent, mais d'autres le critiquèrent. Chuck ne se contentait pas de parler de ses convictions. Il s'efforçait de les défendre. Il a soutenu les candidats républicains, notamment Barry Goldwater, lors de l'élection présidentielle de 1964. Cela a nui à sa carrière. Mais Chuck s'en fichait. Il a dit un jour « Je préfère perdre mon emploi que de renoncer à mes principes ». En 1972, on lui a même proposé de se présenter au Congrès, mais il a décidé de rester acteur. La guerre du Vietnam a suscité de nombreuses polémiques à Hollywood, mais Chuck est resté campé sur ses positions. Il soutenait la guerre et n'était pas d'accord avec les manifestants. En 1967, il a défilé avec d'autres pour soutenir les troupes américaines. Il a dit « Nous combattons le communisme là-bas, donc nous n'avons pas à le combattre ici. » Cela n'a pas plu à beaucoup à Hollywood. Et il s'est même disputé avec ses partenaires à ce sujet. Lors du tournage de Soleil Vert, il a eu une discussion animée avec Charlton Heston à propos de la guerre. Chuck ne s'est pas contenté de parler. Il a manifesté son soutien en se rendant à plusieurs reprises au Vietnam entre 1968 et 1972. Après la guerre, Chuck était attristé par le mauvais traitement réservé aux vétérans. Il a déclaré qu'ils méritaient des défilés, pas des manifestations, et que le pays les avait laissés tomber. L'un des aspects les plus surprenants de la carrière de Chuck fut l'amour que l'Union soviétique portait à sa série télévisée, The Rifleman. Dans les années 1960 et 1970, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient vives, The Rifleman devint l'une des rares séries américaines autorisées à la télévision soviétique. Le public adorait son personnage, Lucas McCain, car c'était un père fort et un défenseur de la justice. En 1973, environ 250 millions de Soviétiques regardaient la série.
Même Leonid Brejnev, le dirigeant soviétique, était un grand fan. Lors de sa visite à Washington en 1973, Brejnev demanda à rencontrer Chuck Connors. Cette rencontre aboutit à une expérience incroyable. Plus tard, la même année, Brejnev invite Chuck à se rendre à Moscou. Chuck est resté 2 semaines et a été accueilli comme une grande star. Il a rencontré Brejnev au Kremlin et tous deux ont même participé à un concours de tir avec les armes que Chuck lui avait offertes plus tôt. Chuck a également assisté à une projection spéciale du film L'homme à la carabine, où les fans se sont rués pour obtenir son autographe. Durant ce voyage, Chuck tourne un documentaire intitulé Paix et amitié, diffusé à la télévision soviétique devant des millions de téléspectateurs. On y voyait Chuck rencontrer des citoyens soviétiques ordinaires et discuter de la façon dont les Américains et les Soviétiques pouvaient s'entendre. Un an avant sa mort, Connors eut un dernier rôle important. Le 3 novembre 1991, il apparaît dans le téléfilm Le Retour du joueur avec Kenny Rogers. Connors y incarne son personnage le plus célèbre, Lucas McCain, dans L'homme à la carabine. Pour une scène courte mais mémorable, il porte la tenue classique de McCain et tient la célèbre carabine Winchester. Dans cette scène, McCain défie le joueur à un concours de tir. Même si la scène ne dure qu'environ 90 secondes, elle a rappelé à Connors son rôle préféré. Les fans étaient ravis de le revoir dans le rôle de McCain une dernière fois. Ce moment était d'autant plus spécial que Johnny Crawford, qui incarnait son fils Mark dans L'homme à la carabine, apparaissait également dans le film. Ils ont partagé une scène courte mais touchante, qui a ravi les fans de longue date. Le film a connu un succès retentissant et a été une façon idéale de dire adieu au rôle le plus célèbre de Connors. En 1992, à l'âge de 71 ans, les médecins ont découvert qu'il souffrait d'un cancer du poumon. Cela était probablement dû à son habitude de fumer beaucoup, jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour. Les fans ont été choqués, car Connors était toujours perçu comme un homme fort et en bonne santé. Au début, il ne parlait guère de sa maladie et continuait à apparaître en public. Mais en octobre 1992, son état s'aggrava considérablement. Le 28 octobre, il fut transporté au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, car il souffrait également d'une pneumonie, ce qui aggravait son état. Il y resta 13 jours, luttant contre la maladie tandis que les médecins faisaient tout leur possible. Malheureusement, le 10 novembre 1992, Connors décéda. La cause du décès était un cancer du poumon, principalement dû à une pneumonie. Sa disparition a attristé de nombreuses personnes et les hommages ont été fusés de la part de ses partenaires, d'athlètes et de fans qui l'aimaient. Connors a laissé derrière lui un héritage puissant. Son émission, The Rifleman, est toujours appréciée des fans et est toujours diffusée à la télévision aujourd'hui. Il a contribué à façonner la représentation des pères célibataires à la télévision et a inspiré d'autres westerns. Connors a également marqué l'histoire du sport. Il était l'un des 13 seuls joueurs à avoir joué à la fois en Ligue majeure de baseball, MLB, et en National Basketball Association, NBA. En 1946, alors qu'il jouait pour les Celtics de Boston, il devint le premier joueur à briser un panneau en plein match. Cet incident eut lieu avant le premier match à domicile des Celtics. Pendant l'échauffement, la carrière de baseball de Connors fut brève, mais il marqua l'histoire à d'autres titres. En 1966, il a contribué à résoudre un conflit contractuel entre 2 lanceurs des Dodgers de Los Angeles, Sandy Koufax et Don Drysdale. Ce fut un moment important qui a donné plus de pouvoir aux joueurs de baseball.